71 rebelles rwandais remis aux autorités de leur pays par la République démocratique du Congo. Ces hommes représentent la dernière vague des capturés dans le sud du Kivu. Les précisions dans un instant. En Libye, les hommes du maréchal Haftar ont arraisonné un cargo turc à l'est du pays. Ils soupçonnent le bâtiment de contenir des armes livrées par la Turquie à leur rival, le gouvernement d'union nationale. Et puis, la peine de mort, c'est la sentence infligée à un professeur d'université au Pakistan. Il lui est reproché d'avoir blasphémé le prophète Mahomet. Ses avocats ont annoncé leur intention de faire appel. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Et on parle du rapatriement au Rwanda d'un groupe de 71 rebelles du pays. Le réseau a été défait par l'armée congolaise. Ils ont été donc rapatriés, c'était ce week-end, avec près de 1500 de leurs proches. Il s'agit de la dernière vague de capturés et rendus qui étaient encore gardés dans un camp militaire dans la capitale du Sud Kivu. Les 71 combattants remis aux autorités rwandaises sont des membres du groupe armé Conseil national pour la renaissance et la démocratie, CNRD. Une dissidence de la rébellion Hutu des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Au total, 1542 personnes, soit 71 combattants et 1471 dépendants, ont été rendus aux autorités rwandaises par les officiers militaires congolais à la frontière de Ruzi 1. D'après le capitaine Dieudonné Kasereka, porte-parole de l'armée dans la province du Sud Kivu, à l'est. Déjà le 16 décembre, un premier groupe de 291 rebelles rwandais et 11 enfants avaient été rapatriés au Rwanda après avoir été défaits par les forces armées de la RDC dans la même province. Plus tôt, le 8 décembre, l'armée congolaise avait fait état de la réédition de 1200 éléments et dépendant du groupe rebelle Hutu rwandais du CNRD dans la province du Sud Kivu. Il faut noter que les opérations militaires contre ce groupe armé avaient été lancées le 26 novembre dans le territoire de Kalehe au nord du Sud Kivu. En Centrafrique, l'ancien président François Bozizé est apparu ce week-end devant ses partisans à Bangui. Une première apparition publique 6 ans après avoir été renversé et quelques jours donc après son retour en catimini dans la capitale du pays. Vêtis de t-shirt, foulard et drapeau orange vif, les couleurs du parti de François Bozizé, ses supporters ont attendu plusieurs heures sous le soleil pour apercevoir leur champion. Jusqu'au dernier moment, le doute a plané sur la venue de l'ancien président, rentré très discrètement il y a une semaine à Bangui et dont la présence réelle sur le sol centrafricain avait été annoncée par les cadres de son parti, le KNK, mais contestée par certains de ses adversaires politiques. Des doutes balayés en quelques instants par une marée de supporters en délire qui ont fondu sur le cortège de François Bozizé dans une indescriptible cohue dès son arrivée sur le terrain. Après une courte allocution dans laquelle il est resté vague sur ses intentions politiques, François Bozizé est rentré dans son véhicule en déclinant tout commentaire à la presse. Dans d'autres quartiers de la ville, l'ambiance était plus morose. Président de la République centrafricaine de 2003 à 2013, François Bozizé compte encore nombre d'ennemis en Centrafrique. En 2003, le général Bozizé avait fait appel à des mercenaires tchadiens et soudanais pour accéder au pouvoir par un coup d'État contre le président Ange-Félix Patassé. En 2013, après des années d'instabilité politique et d'accords de paix infructueux, une coalition de mouvements rebelles avait fondu sur la capitale et contraint le général à un exil au Cameroun, puis en Ouganda. Emmanuel Macron s'est présenté à Abidjan en défenseur d'une relation décomplexée de la France avec l'Afrique. Le président français a à cette occasion annoncé la fin prochaine du franc CFA. Il a aussi rappelé son intention de bâtir une nouvelle page après le colonialisme qui fut une faute de la République.
Le président de la France a cité le nom de la nouvelle monnaie commune qui doit remplacer le franc CFA dans 8 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. L'écho verra le jour en 2020 et je m'en félicite, a-t-il déclaré. Il a acté cette réforme historique majeure avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara qui a détaillé l'accord conclu entre les 8 pays qu'il représentait et la France. Il a aussi s'agi de lutte antiterrorisme dans le Sahel. Alors moi, je n'appartiens pas à une génération qui a connu le colonialisme. Beaucoup des jeunes qui nous le reprochent ne l'ont pas connu davantage et parfois prêtent à cette époque les difficultés d'aujourd'hui. Donc, rompons les amarres, ayons le courage d'avancer, de regarder et de bâtir ensemble, en effet, un partenariat décomplexé. La France n'a rien à cacher, n'a aucun privilège à avoir. Elle n'a qu'à aider ses frères, ses sœurs à réussir. Et donc, ce que j'attends de chacun, c'est une prise de responsabilité, c'est un discours de vérité. La France, elle n'est pas là avec des fins impériales, elle n'a pas d'agenda économique à cet égard, comme je l'entends parfois. Notre sujet, il est sécuritaire. Notre sujet est d'abord un sujet de préserver la stabilité, la souveraineté des États africains qui sont attaqués par ces bandes terroristes. Je voudrais à nouveau vous remercier pour l'engagement de la France à nos côtés, pour lutter contre ce fléau, à travers notamment l'opération Barkhane et le G5 Sahel. Votre engagement a permis la mise en œuvre du projet de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville, qui est la parfaite illustration de notre détermination commune. La visite de Emmanuel Macron a permis de relancer 2 dossiers emblématiques des relations franco-ivoiriennes. Le premier est le métro d'Abidjan, un projet de 1,5 milliard d'euros financé par la France dont Emmanuel Macron avait posé la première pierre en 2017. L'autre priorité est la construction de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme près d'Abidjan qui doit être un centre de formation de référence dans la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel. Le Fonds monétaire international, le FMI, a accordé un programme de près de 280 millions de dollars à la Guinée équatoriale, et ce, en dépit des vives critiques de plusieurs organisations internationales. Ce programme devrait donc permettre d'approfondir les efforts du gouvernement dans les dernières années pour réduire les inégalités, notamment lutter contre les problèmes de corruption. Le Fonds monétaire international a accordé à la Guinée équatoriale un programme de prêt de 280 millions de dollars. L'annonce a été faite par l'institution à travers un communiqué rendu public. Selon le Fonds monétaire international, le programme permettra d'approfondir les efforts du gouvernement ces dernières années pour réduire les inégalités et pour lutter contre les problèmes de corruption. À travers son communiqué, le FMI précise que 40,4 millions de dollars seront débloqués immédiatement et le reste du prêt sera rendu disponible sur 3 ans avec des examens tous les 6 mois, précise l'institution. Le pays devient ainsi le dernier des pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale à avoir passé un accord avec le FMI. Elle rejoint ainsi le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Tchad et le Gabon, eux aussi frappés de plein fouet par la chute des prix du pétrole. Ce prêt a été accordé malgré les vives critiques d'ONG internationales. En effet, plusieurs organisations dont Amnesty International, Human Rights Watch et Oxfam avaient demandé au Fonds monétaire international de reporter le vote pour exiger des efforts supplémentaires du gouvernement équato-guinéen, notamment en matière de lutte contre la corruption et de l'amélioration des droits humains. Un cargo turc a été raisonné ce week-end au large de la Libye. Les forces du maréchal Haftar qui ont mené l'opération ont annoncé devoir donc fouiller le bâtiment. Cette annonce coïncide avec l'approbation par le Parlement turc d'un accord de coopération militaire et sécurité avec le gouvernement libyen d'union nationale. Le navire turc arraisonné a été conduit au port de Ras al-Elal, près de Derna, à l'est de la Libye, pour le fouiller et vérifier sa cargaison.
L'information a été donnée par le porte-parole des forces de Haftar dans un bref communiqué. Sur sa page Facebook, le porte-parole a publié une vidéo montrant l'interception du navire et des copies de passeports de 3 membres de l'équipage, tous turcs. En effet, le gouvernement d'union nationale a annoncé jeudi la mise en œuvre de l'accord de coopération militaire signé fin novembre avec la Turquie, ouvrant la voie à une intervention plus directe d'Ankara en Libye. La Turquie soutient déjà le gouvernement d'union nationale dans sa guerre contre les troupes du maréchal Haftar, qui tente depuis le 4 avril de s'emparer de la capitale libyenne. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est allé jusqu'à promettre le 10 décembre l'envoi de troupes pour soutenir le gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj si ce dernier le demande, au terme de l'accord signé entre les deux parties. Des déclarations qui ont exacerbé davantage les tensions dans la région. De leur côté, les forces du maréchal Haftar sont appuyées par les Émirats arabes unis et l'Égypte, 2 rivaux régionaux d'Ankara. Le maréchal Haftar avait déjà menacé fin juin de s'en prendre aux intérêts turcs en Libye, accusant Ankara de soutenir militairement ses rivaux. Au Pakistan, à présent, on ne plaisante pas avec le nom du prophète Mahomet ou l'islam. Un professeur d'université l'a appris à ses dépens. Il vient d'être condamné à mort pour avoir blasphémé le prophète. Ses avocats dénoncent un procès sous pression et comptent faire appel de la décision rendue en première instance. L'accusé est maître de conférence officiant dans une université située au centre du Pakistan. Il est poursuivi pour avoir blasphémé le prophète Mahomet sur les réseaux sociaux. Nous étions en 2013. En mai 2014, 3 hommes avaient assassiné son avocat après des menaces durant une audience. Junaid Hafiz doit être pendu par le cou jusqu'à sa mort, peut-on lire dans le jugement du tribunal de première instance. Son procès a été particulièrement long. C'est le 8e juge qui a finalement rendu la sentence, la peine capitale. Merci à Dieu, cette affaire est arrivée à sa juste conclusion, a commenté le procureur. Aujourd'hui, sur la base des preuves présentées au tribunal, le juge a prononcé une peine d'emprisonnement de 10 ans, une peine d'emprisonnement à vie et une peine de mort. Le jugement d'aujourd'hui était sous pression. La cour était sous pression et vous voyez qu'un avocat a été assassiné dans l'affaire. Ce procès ne devrait pas avoir lieu à Multan. Ce procès devrait avoir lieu ailleurs. Le juge n'était-il pas inquiet aujourd'hui? À quoi vous attendez-vous? Dans un communiqué, la famille et les avocats du condamné à mort ont dénoncé l'injustice du jugement, évoquant les pressions. Ils se demandent comment un juge pourrait-il prendre le risque de rendre justice dans de telles circonstances. Amnesty International et la Commission pakistanaise des droits de l'homme parlent de pression exercée sur le tribunal et espèrent que le verdict sera annulé en appel. Le blasphème est une question brûlante au Pakistan où même des allégations non prouvées d'insultes à l'islam peuvent entraîner assassinat et lynchage. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours fidèles au programme de votre télévision Sika TV. Au revoir.